Bonsoir. Deux otages français libérés, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawk, sont libres depuis 17h30. Dans quelques instants, premier témoignage et réaction en direct. Avant cela, revenons tout de suite sur les circonstances de la libération des otages. Tout avait commencé hier soir par un communiqué de l'OJR. L'épilogue est intervenu cet après-midi dans un complexe balnéaire à l'entrée de Beyrouth-Ouest. À Beyrouth, confirmation avec Jacques Charmelot. Le calvaire est fini pour Roger Hawk et Jean-Louis Normandin. Ils ont tous les deux été libérés à Beyrouth. Hawk, le journaliste de RTL, après 10 mois de captivité. Normandin, l'éclairagiste d'Antenne 2, après 20 mois. Ils ont été transportés par leurs ravisseurs dans le coffre d'une voiture, de leur lieu de détention jusqu'à l'hôtel Summerland, dans le secteur musulman de la capitale libanaise. Puis ils ont fini le chemin de la liberté à pied. Les services de sécurité de l'ambassade de France, prévenus par un communiqué diffusé 1 heure avant par l'Organisation de la Justice Révolutionnaire, étaient là pour les accueillir. Après de longues tractations avec les services de sécurité de l'armée syrienne qui contrôlent Beyrouth-Ouest, les deux libérés sont montés dans les 604 blindés de l'ambassade de France pour gagner le secteur chrétien de Beyrouth. Hawk et Normandin étaient pâles et amaigris. Ils étaient vêtus sommairement de t-shirts et de jeans, mais en discutant avec ceux qui étaient là, ils ont fait preuve d'une étonnante résistance pour deux hommes qui ont connu l'enfer pendant de longs mois. Voilà pour les faits. Je pense que nous sommes en mesure maintenant d'écouter la première interview, la première réaction de Jean-Louis Normandin. C'était il y a quelques minutes sur l'antenne de nos confrères d'Europe 1. Prêtez bien l'oreille car la conversation est difficilement audible. Jean-Louis Normandin. Des enfants d'Hitler. Oui, ça va très bien. Vous disiez que vous êtes arrivé, vous aviez essayé de vous évader plusieurs fois. Oui, 3 fois, j'ai réussi à ouvrir la porte de la chambre qui était fermée à clé. À ce moment-là, j'avais une chaîne au pied, mais la nuit, pas le jour. J'ai réussi à ouvrir la porte qui était fermée à clé, à traverser l'appartement pendant que les gardiens étaient en train de prendre le soleil sur la terrasse. Et il y avait 3 verrous qui fermaient la porte. J'ai eu le temps d'ouvrir 2 verrous sur le droit avant que les gardiens n'entrent à nouveau à l'intérieur de l'appartement. Jean-Louis Normandin, est-ce que vous étiez détenu avec Roger Hawk? Est-ce que vous connaissiez Roger Hawk? Non, pas du tout. Je viens de le découvrir dans un coffre de voiture il y a une demi-heure. Voilà, c'était, vous l'avez compris, il y a quelques minutes sur l'antenne de nos confrères. Tout de suite, d'autres réactions. Les parents de Jean-Louis Normandin sont avec nous en direct de Bordeaux. Vous avez eu confirmation de la nouvelle à 17h30. Est-ce que déjà avant, vous avez confirmé la bonne nouvelle? Oui, nous pressentions bien sûr une libération. Et nous avons été avertis par une agence de l'AFP. Au départ, c'est Canal+, aux infos de 22h qui nous a appris une libération d'otages, mais nous n'avions aucune précision quant à savoir qui serait libéré. Étant donné que dans le communiqué de l'OJR, il y avait la photo de Jean-Louis, nous espérions bien que ce serait lui qui serait libéré, mais nous n'avions pas la certitude. Il a fallu attendre la confirmation par les autorités françaises du fait que c'était bien Jean-Louis et Roger Hawk qui étaient libérés. Pendant la période de détention de votre fils, est-ce que vous êtes resté en contact permanent avec le Quai d'Orsay? Oui, absolument. Nous avons eu des contacts permanents avec le Quai d'Orsay et j'ai la certitude que le Quai d'Orsay et le gouvernement ont fait tout ce qu'il fallait faire pour arriver à cette libération. Spontanément, Monsieur Normandin, quelle a été votre première réaction quand vous avez appris la libération de votre fils? Ça a été un immense soupir de soulagement de le savoir libre et de dire enfin, ce calvaire est terminé. J'ai aperçu Antoine, 8 ans et demi, qui est le fils de Jean-Louis. Oui. Il a toujours gardé confiance, Antoine. Comment ça s'est passé pour toi? Ça n'a pas dû être évident, hein? Non, ça n'a pas été vraiment très évident parce que je croyais je savais qu'il allait être libéré un jour. Tu as toujours cru, toi, hein? Oui, j'ai toujours cru. Ouais. Et il n'y a que tout à l'heure que j'en ai eu la certitude. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec ton père maintenant? Passer un Noël très heureux. Ouais, ça sera un beau cadeau de Noël, hein? Merci. Tu es heureux ce soir, mais tu es surtout ému, hein, Antoine. Et ça se comprend. Merci. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est une très belle soirée pour vous. Vous retrouvez votre fils demain. Vous savez déjà, on vous a déjà dit à quelle heure il rentrait, non? Non, nous attendons des informations de Matignon qui doit nous fixer l'heure d'arrivée vraisemblable de Jean-Louis à Paris.
Et évidemment, nous serons là-bas pour l'accueillir, ça c'est absolument sûr. J'en suis persuadé, avec ses compagnons de reportage qui sont avec nous sur le plateau. Je suis certain que l'équipe sera pour une fois au grand complet, que les trois mousquetaires seront bientôt tous les quatre réunis. Je peux vous dire que les mousquetaires ont le sourire, hein, vous les avez vus, on leur posera des questions tout à l'heure. Merci à vous. François Mitterrand vient d'envoyer un télégramme aux otages. Je partage votre joie, dit le président de la République, et mes pensées vont à nos compatriotes qui ne sont pas encore libérés. D'autres réactions, si tout va bien, Madame Hawke est avec nous en direct des studios des Fer-Trois Lille. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Pour vous, comme pour les parents de Jean-Louis Normandin, c'est la fin d'un cauchemar, véritablement. Oui, c'est la fin d'un cauchemar. Et j'en suis très heureuse. J'étais très heureuse que Roger est libéré. Alors l'enlèvement de votre fils n'avait jamais été vraiment revendiqué? Non, n'a jamais été revendiqué. Et les dernières heures, Madame, ont été d'autant plus dures pour vous que vous ne saviez pas si Roger allait être véritablement libéré? Oui, c'est vrai, c'était très dur. Mais enfin, je sais qu'il sera là demain. Vous saviez que le métier qu'il faisait là-bas était un métier difficile? Vous en aviez parlé avec lui? Oui, mais enfin, Roger a toujours voulu, je pense, faire ce métier-là. Oui. Et il faisait incontestablement, il fait le plus beau métier et il a voulu aller jusqu'au bout. Oui. Vous êtes heureuse? Ce soir, vous ne le montrez pas, Madame? Très heureuse, Monsieur. Et surtout émue? Émue, oui. Vous serez à Paris demain pour l'accueillir? Oui, je serai à Paris. Merci. Aurèle Cornéa, Georges Janssen et Philippe Rochaud, les compagnons de reportage de Jean-Louis Normandin, eux aussi pris en otage le 8 mars 86, sont venus nous rejoindre. Vous les avez vus sur le plateau. Je suppose que vous aussi, vous éprouvez une joie très intense ce soir. Oui, c'est sûr, c'est un immense soulagement et une grande joie, un vrai bonheur. Parce que c'est une libération que tous les trois on attendait depuis notre libération et que, comme le dit ici justement Philippe, le 20 juin 86, on a été relâchés et aujourd'hui on est libre. Alors en écoutant le récit de la libération de Jean-Louis Normandin, je suppose qu'il y a bon nombre d'images qui ont dû revenir dans la tête. Des images qui ne sont pas toujours très belles d'ailleurs. Oui, ce qui est étonnant, c'est toujours le même comportement de l'otage finalement quand il retrouve la liberté. Bon, il parle de sa détention. Jean-Louis n'a pas l'air très marqué finalement. Il dit j'ai été bien traité. C'était aussi notre sentiment avant quand on a été libéré. Et puis après, on fait le tri, on voit ce qui est bien, ce qui est mal. Et quand on sort, c'est toujours très difficile. Et je crois que Jean-Louis aura beaucoup de semaines à examiner son cas exact et puis se remettre d'aplomb. On l'a très peu entendu, hein, Jean-Louis Normandin tout à l'heure. J'espère que nous pourrons peut-être l'avoir, qui sait, avant la fin de l'émission. J'entendais Georges Janssen qui parlait ce midi dans le journal de 13h avec William Lémergie. Il disait qu'il y a une petite complicité, entre guillemets, avec certains preneurs d'otages. Il y en a certains qui parlent plus que d'autres. Et c'est un peu comme ça, vous, que vous aviez appris comment vous alliez être libéré. Il ne faut pas confondre les preneurs d'otages et nos gardiens. Ouais. Je pense que mais c'est vrai que... différent. Oui. Ouais. Je crois que c'est vrai que quelques jours avant ma libération, un de nos gravisseurs était un peu plus sympa que les autres et nous avait laissé entendre qu'une libération possible serait dans la... on sentait ça dans l'air, quoi. Et on y croyait fermement, mais moi, je partageais cette même information avec Jean-Louis Normandin. Le vendredi soir, quand ils sont venus me chercher, j'ai tout de suite pensé que c'était pour me libérer, pour nous libérer. Parce que je croyais que tous les quatre, on allait être libérés. Et vous n'avez retrouvé que Philippe? J'ai retrouvé dans la pièce mitoyenne Philippe qui m'a dit Georges, on est libéré. Alors j'ai poussé un immense cri de joie, mais je croyais qu'il était... Mais à l'époque, on pensait qu'on serait libérés tous les quatre. Parce que d'abord aussi, quand on discutait entre nous, et Aurèle disait toujours mais non, on ne peut pas nous libérer séparément, on sera libérés tous les quatre. Et donc on pensait que dans la demi-heure qui suivrait, il nous rejoindrait. Et finalement, il a fallu attendre 4 mois pour voir Aurèle. Et puis en plus, 15 mois pour voir... Alors Aurèle Cornéa, lui, c'était le preneur de son, l'ingénieur du son de l'équipe. C'est lui qui a vu Jean-Louis Normandin pour la dernière fois. Ben oui, je suis resté avec lui pendant 6 mois et demi. Et le jour de mon départ, on s'est dit tous les deux qu'on aura à attendre pour se revoir une dizaine de jours. On n'y pensait pas du tout que ça va être une dizaine de mois. Dans quel état d'esprit se trouvait-il à ce moment-là? Fort bon. Fort bon. En très bonne santé morale et physique et solide. Et il n'avait jamais craqué, il n'y a jamais eu de signe. Jamais. Non. Et apparemment, là, les premiers propos que nous venons d'entendre témoignent effectivement de grande vitalité d'esprit. J'espère qu'il est inchangé. Vous êtes heureux ce soir, je crois que ce n'est pas la peine de le dire et de le redire. Et la plus belle image que nous présenterons, celle de vous quatre réunis, la même équipe, celle qui avait été enlevée donc le 8 mars 86 à Beyrouth. Libération de Jean-Louis Normandin et de Roger Hawke, mais la France compte toujours 3 otages au Liban. Philippe Lefay. Vendredi 22 mars 1985, il y a plus de 2 ans et demi,
le début du calvaire à Beyrouth pour les diplomates Carton et Fontaine et une nouvelle donne pour la politique de la France au Proche-Orient, la prise d'otages. 2 mois plus tard, jour pour jour, en mai, sur la route de l'aéroport, 2 autres Français sont enlevés. De nouveau, la djihad islamique, photo à l'appui, revendique les enlèvements. Du sociologue Michel Seurat et du journaliste de l'événement du jeudi, Jean-Paul Kaufmann. Les ravisseurs mettent en cause la diplomatie et la politique antiterroriste de la France. À Paris, la solidarité s'organise, l'affaire est sur la place publique et les émissaires se succèdent à Beyrouth, en vain. Pour les femmes des otages, Joël Kaufmann par exemple, qui découvre ici les réalités du Liban, ou Madame Fontaine, une longue errance commence à la recherche de ceux qui pourraient ouvrir des portes, notamment les dignitaires chiites libanais. À Beyrouth, l'organisation djihad islamique annonce avoir exécuté l'un des 4 otages français, Michel Seurat. C'était il y a 18 mois. Depuis, Marie Seurat s'est enfermée dans la discrétion d'une mort qui n'a jamais été confirmée. Nous sommes le 27 novembre 1987. 3 de ces 4 hommes restent les otages français au Liban. Je vous propose d'écouter la réaction de Joël Kaufmann, l'épouse de Jean-Paul Kaufmann, réaction enregistrée avant que l'on connaisse les noms, l'identité des 2 otages libérés à Beyrouth aujourd'hui. Joël Kaufmann. Après 11 mois de creux comme ça, avec aucune libération, c'est formidable. Ça veut dire que la roue tourne peut-être dans l'autre sens. Mais en même temps, j'ai quand même une inquiétude parce que le groupe OJR libère ses otages et il semble que le groupe Djihad ait des raisons de les garder beaucoup plus profondes. Alors ce que j'espère aujourd'hui vraiment très fort, je suis très contente pour les familles de ceux qui vont rentrer. On a toujours un petit coin d'espoir que c'est peut-être aussi le sien puisque les noms ne sont pas donnés. On est un peu comme ça. Et que j'espère qu'en tout cas cette libération-là, c'est l'amorce d'un processus de libération pour les 5. Et pas du tout une libération séparée, négociée séparément. Voilà, chez nous, vous en doutez, à Antenne 2, la libération de Jean-Louis Normandin a été accueillie avec beaucoup de joie et une immense émotion. À 17h30 ou un peu plus de 17h30, il s'est incontestablement passé quelque chose de très fort. L'émotion se lisait d'ailleurs sur tous les visages, Monsieur le Président. Oui, c'est une émotion, c'est une grande joie pour tous ceux qui, à Antenne 2, attendaient le retour de Jean-Louis Normandin. C'est une grande joie aussi pour tous ceux qui pensent aux parents de Jean-Louis Normandin que vous avez vus tout à l'heure et qui ont été exemplaires de courage dans cette épreuve. C'est aussi le souci partagé pour ceux qui restent détenus et c'est enfin un sentiment de gratitude pour tous ceux, les hautes autorités de l'État, le gouvernement, le Premier ministre et tous ceux qui ont contribué à cette libération. Aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure Monsieur Normandin, la famille d'Antenne 2 est au complet. Monsieur le Président, je vous remercie. Je me permets de vous interrompre car je pense que nous avons, et si la technique marche, Jean-Louis Normandin en direct. Jean-Louis Normandin, vous nous entendez? Allô, oui, je vous entends très bien. Très bien. Alors, votre sentiment ce soir de la joie, de l'émotion, racontez-nous ce qui s'est passé, Jean-Louis. Ah ben, disons que les mots sont peut-être un peu justes pour exprimer tout ça. Je viens d'avoir mes parents, oui. Mon fils, au téléphone il y a 2 minutes. Et bon, c'était un moment que j'attendais, évidemment, mais c'était peut-être un pas plus important que le fait d'avoir été libéré jusqu'à maintenant, quoi. Jusqu'au dernier moment, ça a été dur, vous avez douté? Bah ouais, puis je doute encore, là, j'y crois pas trop encore. Ah ben vous êtes libre là, hein? Ben ouais, il faut se pincer un peu pour y croire, mais c'est vrai. Vous savez que vos compagnons de reportage en Seine est là, Cornéa est là, Rochaud sont là. Est-ce que vous avez un message à leur transmettre à l'instant même? Ils sont sur le plateau, à mes côtés. Ils vous écoutent. J'ai hâte de les voir. Allô? Oui, oui, ils vous écoutent là. Ils peuvent d'ailleurs peut-être venir me rejoindre et dialoguer avec vous. Venez, Aurel est encore là, je ne sais pas si Philippe est là. Ils vous écoutent, allez-y, venez. Je leur demande de venir nous rejoindre sur le plateau. Venez, passez derrière moi. Oui. Venez. Jean-Louis, tu nous entends? Oui. Allô? Alors, demain, n'oublie pas, tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible, comme on nous disait Maître Pangloss. C'est un bon signe. Oui, Jean-Louis, si vous voyez le regard et leur sourire là ce soir, je peux vous dire que vous pourriez croire véritablement à votre libération, tant et si bien que vous puissiez encore vous poser des questions.
Et bravo pour ton courage. Allô? Et bravo pour votre courage. Qu'est-ce que vous allez faire là? Qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat? Dans l'immédiat, là, je suis avec M. Stéphanie qui m'a arraché des mains des Syriens parce que c'était pas tout d'être sorti et c'était très dur jusqu'à la fin. On a été retrouvés par des militaires syriens et bon, finalement, ça s'est bien passé. Là, je suis à l'ambassade et j'ai un beau passeport tout neuf. Je suis prêt à arriver en France, à retrouver tout le monde. Ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps d'avoir peur, là, l'instant de la libération. Quelle image vous reste dans la tête? Enfin, ce qui était impressionnant, c'était le nombre de personnes qu'il y avait autour de nous, parce que j'étais avec Roger Hoc, que j'ai rencontré tout à l'heure dans le coffre d'une voiture, parce que je ne le connaissais pas du tout, et on était dans le même coffre de la même voiture, j'ai fait ta connaissance donc il n'y a pas longtemps, et on a été libérés ensemble. Et bon, il y avait beaucoup de monde à l'arrivée, des gens avec des armes, des appareils de photos, etc., la presse, puis c'était très dur. Et puis il y avait une certaine tension à cause donc des Syriens, mais finalement, bon, tout s'est bien passé, puis là, je suis à l'ambassade. Et là, vous avez couru jusqu'à l'hôtel, là, c'est ça? Un peu comme eux, il y a quelques mois. Allô? Oui? On a été libérés, on a quitté la voiture qui nous a amenés 50 mètres avant l'hôtel Summerland. Et là, on était donc... on avait 50 mètres à faire, il y a un militaire qui nous a arrêtés pour nous demander nos papiers. On venait juste de quitter la voiture et heureusement que Hoc parlait arabe et on a pu s'expliquer et finalement on a... Sinon là il y avait d'autres problèmes en perspective. Oui, enfin c'est pas simple. Hein. C'est le côté tout à fait anecdotique de ce genre d'affaires. Merci Jean-Louis, bonne soirée. On vous laisse avec toute la joie, toute l'émotion intérieure que vous pouvez éprouver ce soir et qu'éprouve la grande majorité des Français et toutes vos familles. Nous vous retrouvons sur le plateau demain soir, sans doute, hein? Je sais pas. Ouais, si, nous vous attendons. Et Antenne 2 vous attend, soyez-en certains. Merci, bonsoir. Okay, bonsoir à tous. À demain, Jean-Louis. Bonsoir. Bonsoir et merci. Pierre Serra, est-ce qu'on sait dans quelles circonstances se sont déroulées les négociations? On revient des préoccupations plus terre à terre. Hein. Il y avait la joie, il y avait l'émotion. Mais... Par définition, ces négociations sont secrètes. Ce que je remarque simplement, c'est que on n'a pas eu d'envoyés particuliers, d'envoyés spéciaux. On parle de hauts fonctionnaires du ministère de la Défense, enfin de la Défense, et on dit que finalement les contacts se sont noués et que l'organisation de la justice révolutionnaire a bien voulu accepter de relâcher les otages qu'elle détient. Elle a posé quand même, non pas des conditions, mais elle a créé en quelque sorte, dans le communiqué en tout cas, les apparences de nouvelles conditions dans le communiqué qu'elle a donné pour annoncer cette libération. D'abord, un certain climat nouveau. On n'est pas très content de la France, mais on pense qu'elle va arranger les choses. C'est peut-être ça qui a été négocié, de dire que finalement, on va tenter de se retrouver dans ce pays, dans cette région, et bien peut-être dans un plan plus équilibré à l'égard de l'Irak ou à l'égard d'Israël, je ne sais pas, mais c'est peut-être ce qui les a satisfaits. C'est ce que j'appelle, moi, en fait, le contentieux fondamental qu'on peut avoir entre ces extrémistes musulmans et nous. Alors, apparemment, Pierre, c'est plus le ministère de l'Intérieur, voire le ministère de la Défense, que le Quai d'Orsay qui est intervenu dans cette négociation. Pourquoi? Écoutez, apparemment, si on se fie en tout cas à ce qu'on sait effectivement, puisque les cellules de crise se sont réunies autour de M. Pasqua toute la journée au ministère de l'Intérieur et hier, je crois, et la nuit dernière, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a des moments où certaines personnalités du gouvernement prennent les choses en main. Ce qui est sûr, c'est que peut-être la diplomatie n'était pas absente, c'est quand même les ambassadeurs qu'ils ont appelés pour récupérer les otages, mais en même temps, je pense que certains contacts avec certains personnages se font par le biais un peu de l'ombre, et que dans l'ombre, les diplomates n'agissent pas tellement dans l'ombre. En fait. Merci Pierre, c'est tout ce que l'on pouvait dire, tout au moins dans l'immédiat. Pour ceux qui prendraient l'antenne seulement maintenant, je vous rappelle que Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hoc ont été libérés cet après-midi. La France compte encore malheureusement 3 otages au Liban, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton et Marcel Fontaine. Une pensée également pour Alain Guillot, notre confrère qui a été capturé en Afghanistan le 12 septembre dernier. Selon Radio Kaboul, capté hier soir, notre confrère collectait des informations concernant la défense du pays. On ne sait pas quand et où il sera jugé. Il est actuellement entre les mains de l'armée régulière afghane.
En Haïti, confusion et violence à la veille des élections présidentielles. Les nostalgiques de Jean-Claude Duvalier multiplient les accrochages et les incidents au cœur de Port-au-Prince. À l'extérieur, la terreur continue. 3 personnes ont été tuées hier soir à 150 km de la capitale. Bref, c'est dans un climat de tension extrême que l'île va tenter dimanche de faire l'apprentissage de sa démocratie. Sur place, une correspondance de Martine Laroche-Joubert. À une centaine de kilomètres de la capitale, Port-au-Prince, la région de l'Artibonite. Scène paisible, paysage tranquille, mais aussi des rumeurs de pression, d'intimidation à la veille des élections. C'est le fief des Macoutes. Nous sommes ici depuis une demi-heure à peine. Qui c'est qui a tiré là? Macoute. Allez, allez. Macoute. Y aller, net, y aller. Ils sont partis? Macoute. La machine. Soulagement pour les paysans et pour nous-mêmes. D'autres n'ont pas eu cette chance. Ce matin-là, dans le village de Borel, 3 morts. 3 morts pour rien, tués au hasard. Je me cachais à l'intérieur de la maison. En ouvrant, j'ai vu 3 militaires dans la cour. Ils avaient déjà tué un homme dehors. Est-ce que quand même nous allons voter? Si on me tue, je ressusciterai pour voter. Moi, je mourrai avec mon bulletin de vote. Le prix d'un vote, ici, c'est quelquefois la mort, souvent la violence et l'intimidation. Pour aider les Haïtiens, quelques hommes de bonne volonté, comme le père Salvetti, 12 ans, en Haïti. C'est là qu'il y a eu l'incendie du bureau électoral provisoire. Communal, du bureau électoral communal. Et c'est là où est mort C'est là qu'est mort le jeune homme Jean-Marie Jean-Baptiste. Ça correspond à quelle stratégie, mon père? C'est la volonté de tout un secteur duvalieriste, Macoute, d'empêcher les élections, tout simplement. Les 3 responsables de ce bureau électoral se cachent. Leurs femmes et leurs enfants aussi. Les Macoutes sont sur leurs traces. Difficile, dans une atmosphère aussi tendue, de prévoir si les élections se dérouleront régulièrement. Effectivement, sur place, c'est l'incertitude. Les images étaient signées Jacques Doué. Tout de suite, les autres télégrammes de l'étranger, commentés par Pascal Vanier. Tués à coups de hache, des missionnaires chrétiens du Matabeleland, 16 blancs et 4 noirs assassinés de sang-froid ici dans leur ferme. Victimes des opposants au gouvernement de Robert Mugabe, depuis l'indépendance, 50 missionnaires ont été sacrifiés au nom des luttes tribales du Zimbabwe. Après 15 jours de troubles, l'état d'urgence décrété au Bangladesh, rassemblements et manifestations sont interdits à 48 heures d'une nouvelle grève lancée par l'opposition. Elle réclame le départ du président Ershad. Les événements auraient déjà fait 25 morts et 1500 blessés. La presse parle en outre de 2500 arrestations. Les 27 otages de la prison d'Oakdale libérés ce matin. Les négociations avec les détenus cubains semblent véritablement engagées. En voici la première image. À Atlanta, une centaine de personnes restent aux mains des mutins. 300 d'entre eux se sont rendus. Les spécialistes de la lutte antiterroriste cernent toujours la prison. Le typhon Nina aura tué au moins 360 personnes. C'est le dernier chiffre publié par les autorités de Manille. 17 personnes sont portées disparues. Les 11 provinces dévastées ont été déclarées zones sinistrées par la présidente Aquino. On dénombre 63 000 sans-abri. À Amiens, dans la Somme, les obsèques de Lucien Barbier, le militant CGT décédé à la suite d'une manifestation, se dérouleront demain, samedi. Aujourd'hui, on s'interroge sur les circonstances de sa mort. Barbier, le père tranquille, comme l'appelaient ses voisins, était un enfant du pays. Son militantisme s'exprimait au quotidien. Reportage de Christophe Martet. Le parc des expositions d'Amiens, c'est ici que le 6 novembre, Lucien Barbier manifeste contre le tracé du TGV Nord en compagnie d'une centaine de militants CGT. L'un d'eux raconte pour la première fois les circonstances du drame. On commence à se disperser et la police urbaine a chargé. Et il y avait des banderoles de la CGT qui étaient ici. Et à ce moment-là, ils ont déchiré les banderoles. Et il y a un policier qui a pris le mât d'une banderole et qui a frappé à plusieurs reprises sur le copain. Là. Il y allait vraiment avec force. Il a frappé vraiment d'une sauvagerie pas possible, quoi.
Sauvilliers-Montgival, au cœur de la Somme agricole. La famille de Lucien Barbier reste silencieuse dans cette maison où il vécut toute sa vie. Les habitants du village se souviennent de cet homme sans histoire. C'était pas le grand béton du tout. Hein. Il discutait avec n'importe qui, avec tous les clients qu'il y avait là. Il était connu. Hein. Si c'était Lulu, bon bah. Vous l'appelez Lulu? Si c'était Lulu. Et quelle est votre réaction aujourd'hui? Bon, moi je dis que c'est malheureux qu'ils finissent dans des conditions pareilles. Vraiment, on n'y croit pas. Moi. Demain, une marche solennelle aura lieu dans les rues d'Amiens. De nombreuses personnalités, dont Georges Marchais et Henri Krasuki, vont se rendre devant l'hôtel de ville où une chapelle ardente sera dressée en hommage à Lucien Barbier. Les autres faits marquants de l'actualité, commentés par Isabelle Stess. Ensuite, nous parlerons sport avec un spécialiste, Jean Mamère. Frédéric Auriac écroué, le militant d'extrême gauche pro-palestinien vient d'être inculpé d'association de malfaiteurs. Après son interpellation lundi en Bretagne, la DST avait découvert chez lui des fiches de renseignement sur des spécialistes de la lutte antiterroriste. Yves Stella doit retourner en prison. La Cour d'appel de Paris infirme l'ordonnance de mise en liberté du directeur de l'hebdomadaire corse Uri Bambou. À sa charge des documents liés aux activités de l'ex-FLNC. Ils ont été découverts le mois dernier dans les locaux du journal. La chapelle d'Arblay dépose son bilan, une mesure technique pour assurer la continuité du groupe Papetier. Objectif, clarifier la situation financière en incitant les créanciers à se manifester. Les repreneurs Pinot Cascade espèrent ainsi évaluer avec précision le passif, estimé à 100 millions de francs. Le sport, tout d'abord un résultat de ski à Sestrières en Italie. C'est l'Italien Alberto Tomba qui a remporté le premier slalom de la Coupe du Monde. L'Italien devance dans l'ordre le Suédois Jonas Nielsen et l'Autrichien Madère. Le Français Didier Bouvet, d'abord classé 19e, a été malheureusement disqualifié. En rugby, Jean Mamère, étonnante disparition d'un rugbyman roumain. Alors qu'il était resté en France il y a une dizaine de jours, on comprend mal. Oui, Victor Avram avait choisi de s'installer à Agen au soir de la rencontre France-Roumanie le 11 novembre dernier. On comprend mal sa disparition au moment où Avram vient de recevoir l'asile politique et donc la protection du gouvernement français. Il a quitté Agen en emportant toutes ses affaires. Victor Avram a été aperçu pour la dernière fois le mercredi soir vers 17 h. Dans la nuit précédente, vers 1 h du matin, un témoin l'avait vu quitter son hôtel encadré par 2 hommes. Ces 2 hommes sont peut-être ceux qui, se faisant passer pour des Roumains installés en France, mais porteurs de cartes diplomatiques, avaient cherché à le joindre dans la journée de mardi. Une disparition donc surprenante, car Victor Avram venait de signer un contrat d'employé au stade, une licence au club local, reçu l'asile politique et des papiers en règle de la sécurité sociale. Après 48 heures de silence, toutes les hypothèses ce soir sont donc possibles. Merci Jean. Météo, petite amélioration en vue. C'est pas mal pour le week-end, mais les températures resteront fraîches. Oui, effectivement. Nous allons parler du retour d'un ami. Il nous manquait, il n'était pas très loin de nous, tout proche. Mais enfin, bon, le ciel n'était plus tout à fait le même. C'est pourquoi, eh bien, demain, ça ira beaucoup mieux pour nous. Cet ami, vous l'avez compris, c'est notre anticyclone. Lui aussi est de retour. Il est de retour par l'Atlantique. C'est pourquoi sur des régions comme, voilà, l'Atlantique ici, c'est par là que revient l'anticyclone. Et donc sur des régions largement marquées sur l'ouest de la France, eh bien, nous aurons de très belles éclaircies avec un soleil qui sera dominant. Nous garderons quelques percées disons nuageuses sur l'est du pays, beaucoup de soleil sur le pourtour méditerranéen avec des vents de nord. Quant aux températures, effectivement, comme le disait Henri tout à l'heure, ces températures restent fraîches pour la saison. 2 petits degrés dans la région de Strasbourg, c'est là qu'elles seront le plus fraîches. J'en profite pour vous dire qu'il fera 6 degrés ici à Roubaix. C'est là qu'est né Roger Hawk, il est né à Roubaix. Et puis il fera 7 degrés ici, du côté de Bordeaux, à Fargues, Saint-Hilaire, pardon. C'est là qu'est né Jean-Louis Normandin. Demain, eh bien, le soleil se lèvera à 8h19, il se couchera à 16h57 et ce sera Saint-Jacques de la Marche. En avant. À Londres, chez Christie's, un manuscrit inédit de Franz Liszt a été vendu cet après-midi, 100 ans après la mort du compositeur. Franz Liszt avait 19 ans quand il l'a composé. À cette époque-là, il côtoyait Berlioz, Schumann et Richard Wagner. Pour la première fois, grâce à Antenne 2 et aussi à Anne Kefelec au piano, vous allez entendre cette mélodie à la fois inédite et insoupçonnée. Reportage Christian Hiroux et Georges Bégou. Dans l'église Saint-Vincent de Paul, à Paris, Liszt jouait de l'orgue. Il a vécu dans ce quartier comme la concertiste Anne Kefelec, qui interprète cette musique composée ici et perdue depuis plus d'un siècle et demi.
de l'œuvre d'un compositeur tout jeune de 19 ans, puisqu'il a écrit cette pièce en 1830, et qu'on y sent tout à fait la fureur de vivre, si l'on peut dire, comme un James Dean un petit peu, l'amour de la ville. Il remet très souvent sur la partition d'ailleurs les termes de fureur, furia, furore, desperato. Il y a un autre endroit où il écrit avec rage, et donc on sent qu'il y a vraiment un désir de manger le monde, si l'on peut dire. Tout le génie romantique de Liszt est en germe dans les 36 pages de ce manuscrit de jeunesse, et c'est peut-être pour cela que, mise en vente aujourd'hui à Londres au prix de 200 000 francs, elle a finalement été adjugée à 650 000 francs. Le vendeur et l'acheteur sont restés anonymes. Osons souhaiter que ces collectionneurs soient au moins musiciens. Voilà, je vous rappelle la principale information du journal d'Antenne 2 20h. Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawk, les deux otages français au Liban, sont libres depuis cet après-midi. Cette libération fait suite au communiqué de l'OJR publié hier soir. Jean-Louis Normandin était retenu en otage depuis 629 jours, Roger Hawk depuis 319 jours. Ce soir, 3 Français, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Fontaine et Marcel Carton, sont toujours détenus au Liban. Pierre, une dernière précision, bon, on sait grosso modo comment se sont déroulées les négociations, vous en parliez tout à l'heure. Nos confrères seront de retour quand? Demain, vraisemblablement. Est-ce qu'on a des détails techniques sur le retour? Ils ont donc été libérés à Beyrouth-Ouest, et puis ils sont passés avec les voitures de l'ambassade à Beyrouth-Est, et actuellement ils sont donc dans le secteur chrétien de Beyrouth, et dans la résidence de l'ambassadeur, et probablement, vous savez, il y a deux tentations. Il y a la mer qui est devant eux, et c'est la liberté, et c'est ça, c'est par là qu'ils veulent partir, c'est la porte ouverte, et puis en plus, de l'autre côté, il y a Damas, la porte un peu obligée. Et je crois que c'est s'ils discutent cette nuit de savoir s'ils vont passer directement par la mer, c'est-à-dire rejoindre Larnaca et Paris, ou s'ils vont passer par Damas. Dans les deux cas, il y aura 2 heures de différence à leur arrivée. Généralement, on fait toujours le détour par Damas. En général. En général. Un coup de chapeau à nos confrères de La Croix l'événement qui, dès cet après-midi, vous le voyez, ont fait la une sur la libération des 2 otages français. Liberté pour Hawk et Normandin. C'est sorti dès cet après-midi. Excellente soirée sur Antenne 2 pendant le week-end. Vous avez rendez-vous avec Daniel Bilalian, Philippe Gassot et Bernard Rapp aussi pour l'assiette anglaise demain à 13h15. Excellente soirée sur Antenne 2 et merci à vous. Bonsoir.